Alors bonjour, je ne sais pas si tout le monde m'entend. Alors, merci de participer à notre événement. Donc, notre conférence s'intitule Comment financer sa formation professionnelle. Merci de me préciser que vous m'entendez. Donc, je suis Frédéric Marie, responsable de l'équipe des conseillères formation au sein de l'équipe des conseillères formation du groupe IGS. Alors, avant de démarrer directement sur le financement, quelques mots quand même sur notre groupe. Donc, nous existons depuis 45 ans. 45 ans de formation, d'innovation pédagogique. Nous avons 74 000 diplômés dans notre base. Nous avons 9 écoles, 5 centres de formation et nous intervenons sur 8 filières de métiers, de bac à bac plus 8. Donc là, quand je dis 8 filières de métiers, on est sur formation initiale, alternance et également formation continue. Donc c'est l'ensemble des entités du groupe IGS. Nous avons 9 000 entreprises partenaires dans notre réseau. Nous avons également 3 400 professionnels qui interviennent dans nos formations, donc en tutorat et en intervention en formation. Nous avons également 100 universités partenaires en France et à l'étranger. 3 incubateurs. Nous avons la possibilité d'intégrer des personnes dans ce qu'on appelle l'incubation. Nous avons également 27 certifications et nous formons 15 000 personnes par an, dont 8 100 alternants et apprentis. Enfin, dernier chiffre clé, 92% des entreprises que nous avons sondées sont prêtes à recruter à nouveau un apprenant du groupe IGS. C'est une enquête qui date de 2019. Alors, moi, j'interviens plus sur la partie formation continue. C'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, puisque la formation professionnelle, le financement, pardon, de la formation professionnelle concerne la formation continue adulte. Dans notre pôle formation continue au sein du groupe, nous avons 3 filières de métiers, donc les ressources humaines, le management d'entreprise et enfin la relation client, le marketing et le commercial. Donc, dans ces 3 filières, au total, nous avons 20 titres qui sont inscrits au RNCP, donc le répertoire national des certifications professionnelles, donc de niveau 5 à 7 sur la nouvelle nomenclature. Nous avons également donc 80 certificats, donc qu'on appelle nous des CMC, certificats de maîtrise de compétences. Donc ces certificats donc, appartiennent aux 20 titres RNCP que j'ai cités précédemment. Nous avons 3 campus, un à Paris, un à Lyon, un à Toulouse. Et sur cette entité formation continue, nous avons 2000 personnes par an qui sont accompagnées dans le cadre de nos formations. Donc, pour ces 3 filières de métiers, je vais faire un petit zoom. Donc, les ressources humaines nous avons plusieurs titres, plusieurs diplômes. Donc, ça va d'un executive HR MBA à gestionnaire de paye, dans l'autre sens, normalement, de gestionnaire de paye à executive HR MBA, donc de bac plus 2 jusqu'à un exécutive. Et nos domaines de compétences en RH sont la stratégie RH, le management de la transformation et le leadership RH, le développement RH et talent management, la politique de rémunération, les relations sociales, le contrôle de gestion sociale et le SIRH. Donc ça pour notre filière RH. Dans la filière management d'entreprise, les titres et métiers que nous visons, ça va de office manager à entrepreneuriat. Donc on a 5 diplômes au total. Nos compétences clés dans cette filière sont le leadership et le management collaboratif, la stratégie et l'organisation agile, l'innovation et le développement d'entreprise, le management du changement, l'animation à distance également, et le pilotage économique responsable. Et dernière filière de métier, la relation client, le commercial et le marketing. Donc là, on a 4 diplômes, donc de management d'unité marchande jusqu'au manager, relation client et marketing. Les domaines de compétences clés, c'est toute la partie commerciale B2B et B2C. L'engagement omnicanal,
L'expérience client avec la culture de l'innovation, l'intelligence des données, le big data, hein, la gestion des activités commerciales et le marketing, le management des équipes de vente et le marketing et le pilotage des indicateurs clés. Dernier métier au sein du pôle formation continue, c'est la VAE. Donc, tous nos titres et diplômes qui sont accessibles en formation au sein de l'entité formation continue sont également accessibles par le biais de la VAE. Donc, la VAE, c'est un dispositif qui consiste à passer devant un jury et à prouver à ce jury que les compétences ont été pratiquées. Voilà, donc c'est un dispositif d'accompagnement que nous proposons selon plusieurs formules, mais qui permet d'accéder au même diplôme par un autre chemin, on va dire. Alors, comment financer ces projets de formation ou de VAE? Donc, dans ces slides, on va s'arrêter sur plusieurs items. Les critères, d'abord, les critères des financeurs. La stratégie de financement, parce qu'à partir du moment où on a un projet de formation, il faut avoir une stratégie pour obtenir des financements. Un dispositif qui existe qui s'appelle le CEP, donc on va un petit slide là-dessus. Ensuite, on va faire un zoom sur les financements possibles en fonction des formations choisies. Et puis, les financements également en fonction de la situation professionnelle, parce qu'en fonction de sa situation, les dispositifs qui peuvent être mobilisés ne sont pas forcément les mêmes. Donc, on fera également un zoom sur les financements en fonction de la situation professionnelle. Alors, les critères des financeurs. Donc, ça, c'est important de prendre en compte ces critères dans sa stratégie, sachant qu'ils évoluent. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont disponibles sur Internet hein, en fonction des financeurs choisis. Les stratégies évoluent par rapport au marché de l'emploi également, par rapport aux nouveaux dispositifs qui peuvent évoluer. Par exemple, le CPF, c'est quelque chose de récent. Donc, c'est important de les prendre en compte, ces critères, dans sa stratégie de financement. D'abord, la qualité du projet. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un projet de formation a été identifié, c'est important de formuler son projet, c'est-à-dire que les idées soient claires, savoir vers quoi on veut aller. Quel est votre niveau de diplôme de départ et pourquoi vous avez ce projet de formation. Alors ça peut se faire par le biais du CEP. Donc j'ai un slide après dessus. Le CEP, c'est l'acronyme de Conseil en évolution professionnelle. C'est un dispositif gratuit qui permet de se poser, de savoir un petit peu quels sont les métiers émergents, vers ce vers quoi on veut aller, quelles sont les compétences que j'ai au départ, quelles sont les compétences qui me manquent pour accéder à ce projet. Donc ça, c'est important, ça permet de qualifier le projet individuel. Ce qui est important également, c'est que votre dossier, le dossier de financement, va passer souvent devant des commissions. Donc ATP, c'est l'agence Transition Pro, c'est ce qu'on appelait avant le FONGECIF. Donc l'agence Transition Pro ne peut pas financer la totalité des dossiers qui sont présentés. Ils sont obligés de comparer ces dossiers entre eux. Et c'est le projet qui a une meilleure qualité qui va passer. Donc, c'est important de défendre son projet, de défendre son dossier, sachant qu'on ne peut pas le défendre à l'oral. Hein. La commission étudie des dossiers administratifs, des dossiers papier. Donc, c'est important de bien formuler son projet et d'être clair dans ce projet et en tenir compte dans sa stratégie. En règle générale, on passe également par des entretiens. Il y a des entretiens professionnels au sein des entreprises. On a également le plan de développement de compétences qui permet de clarifier son projet et d'exprimer clairement ce vers quoi on veut aller. Dans les critères, il faut également tenir compte de l'employabilité sur le marché. C'est-à-dire qu'on a des perspectives d'embauche, il faut regarder les offres internes dans les entreprises, les offres externes. Il ne faut pas hésiter à faire des enquêtes métiers, à les produire ces enquêtes métiers dans le dossier et s'appuyer sur des vrais chiffres et des vraies données. Également, ce qu'il faut regarder, c'est la situation de l'emploi. Si votre emploi est menacé, si votre poste est menacé ou qu'il n'y a pas d'évolution possible, on peut considérer que vous êtes en situation d'emploi fragile. Donc, ça peut être important de le formuler également dans son dossier.
Le diplôme recherché, bien sûr, c'est quelque chose de très important. En règle générale, on fait un saut qualitatif, hein, c'est-à-dire qu'on a un niveau de diplôme de départ, on va vers un nouveau, on passe un cap, donc on fait un saut. Donc c'est important également de dire dans sa motivation, j'avais un bac+2 par exemple, je vais vers un bac+4. Donc c'est un gage d'employabilité à terme. C'est également important de formuler dans son projet si c'est une reconversion ou pas. On voit aujourd'hui que Transition Pro, par exemple, donc ce qu'on appelle ici ATP, finance plus les projets de reconversion. Donc vous avez plus de chances d'avoir un financement, d'obtenir un financement si vous êtes en reconversion. Alors, il faut quand même faire une demande si vous n'êtes pas en reconversion, mais il y a moins de chances que ça passe. Ça veut dire qu'il faudra appuyer encore plus par d'autres arguments. Qu'est-ce qui motive votre formation si justement vous n'êtes pas en reconversion? Et puis le montant financier également est important de le formuler, c'est-à-dire que aujourd'hui, on voit qu'un financeur finance plus facilement un projet s'il y a un cofinancement. C'est-à-dire que si vous dites clairement j'ai du CPF, je peux également bénéficier d'un abondement, le dossier a plus de chances de passer, puisqu'en fait, on voit que le projet on a une motivation dans son projet à mettre la main à la poche. Donc, c'est important également de le formuler. Dans le dossier, même si vous faites une demande complète sur la totalité d'un financement, c'est important de dire que vous avez un plan B en termes de financement. Alors, la stratégie. Donc, pour convaincre l'investisseur, il faut que le dossier soit de qualité. Donc, c'est important de clairement argumenter pour démontrer que la formation, c'est la solution. C'est la solution emploi ou c'est la solution en termes d'évolution professionnelle. C'est-à-dire qu'on part du diplôme, on part du titre que vous visez, ou alors de la certification spécialisée. C'est-à-dire qu'il faut clairement prendre des arguments. Quels sont les métiers possibles? Quelles sont les nouvelles compétences que l'on peut acquérir? Donc, il faut partir du contenu de la formation. Ensuite, les motivations. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous souhaitez changer? Qu'est-ce qui fait que vous souhaitez vous reconvertir? Donc, souvent, les personnes nous disent, à l'oral, de là où ils viennent et vers ce vers quoi ils veulent aller. Donc, souvent, on leur dit, formulez tout ça à l'écrit. Expliquez dans votre lettre de motivation ce que vous avez formulé à l'oral. C'est important. Le projet de reconversion, projet de perfectionnement, ou alors moitié-moitié. Voilà, il ne faut pas être à court d'arguments. C'est important de mettre 2 pages, 3 pages. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que vous avez ce projet? Quel est le métier principal visé? Les possibilités d'emploi. Vous pouvez faire les enquêtes métiers. Simplement produire des statistiques en disant que vous avez repéré qu'il y a tant d'offres d'emploi dans tel secteur. Voilà, tous les arguments sont beaux à prendre. Il ne faut vraiment pas être à court d'arguments. Donnez votre âge, quelle est la durée de vie après la fin des études, la taille de l'entreprise. Vous pouvez à nouveau expliquer que vous visez un cofinancement. Vraiment, tous les critères qui sont formulés ici sont à exploiter dans votre projet. Alors, dans le groupe IGS, les formations, bien sûr, nos formations ont des atouts. Nos titres sont inscrits au RNCP. Ils sont 100% éligibles CPF, y compris les certificats, donc les certifications de bloc de compétences. Nos formations sont également certifiées par un tas de labels qualité qui sont Calliope, Datadoc, OPQF. Donc, les atouts de nos formations sont également à exprimer dans le dossier de financement. Alors, le CEP, donc Conseil en évolution professionnelle, j'en ai parlé sur ma premier slide. C'est un dispositif gratuit, personnalisé, qui est proposé donc à toute personne active, qu'elle soit en recherche d'emploi ou salariée, à partir du moment où on souhaite se former. Donc, c'est proposé par l'APEC, par le Pôle emploi également, par Cap Emploi, donc ça c'est pour les demandeurs d'emploi. Et puis, nous avons également des cabinets donc pour les actifs occupés, un cabinet qui s'appelle Tingari,
et un autre cabinet qui s'appelle Catalyse Conseil. Donc, en fonction de votre lieu géographique, le cabinet diffère. Donc, nous, on peut vous transmettre les coordonnées. Donc, c'est un dispositif qui permet de se poser, de faire le point sur vos compétences, sur vos activités professionnelles, sur ce que vous avez acquis et de savoir un petit peu comment on pourrait évoluer à partir de ces acquis. Alors, tout salarié peut, de sa propre initiative et sans demander l'accord à son employeur, bénéficier d'un CEP. Alors, ce qu'on a pu constater, c'est que si on fait une demande de financement auprès de l'agence Transition Pro, donc anciennement FONGECIF, ça donne plus de poids d'être passé avant par le CEP. Ça permet de montrer que le projet a bien été étudié et qu'il a été étudié également par un tiers, par un organisme tiers. Donc le CEP, c'est pas très connu, mais ça permet quand même de se poser et de donner plus de poids donc à son projet de financement, projet de formation. Alors les financements possibles en 2021, parce qu'on a fait une petite analyse, les financements possibles donc, sont listés à gauche du tableau. On a donc le financement personnel. Donc, bien sûr, on peut décider de financer soi-même sa formation. C'est un investissement. Hein. Financer sa formation, ça permet ensuite de gagner, d'avoir une rémunération supérieure, hein, d'évoluer. Donc, c'est pour ça que j'ai dit investissement. On peut également cofinancer, c'est-à-dire mettre la main à la poche en partie si les financements mobilisés ne couvrent pas la totalité du coût de la formation. On a également ce qu'on appelle le plan de développement des compétences. Donc là, c'est quand l'entreprise décide de financer votre formation. C'est ce qu'on appelait avant le plan de formation. Donc, ça s'appelle maintenant le plan de développement des compétences. Vous avez également la possibilité de mobiliser votre compte personnel de formation. Il peut également y avoir un abondement. Donc, quand on est demandeur d'emploi de façon automatique, lorsqu'on mobilise son compte personnel de formation, l'abondement est déclenché. Il y a une demande d'abondement qui est déclenchée. Le projet de transition pro, donc l'acronyme c'est PTP. Donc, c'est ce qu'on appelait avant le CIF par le FONGECIF. Ça s'appelle maintenant projet de transition pro. Le contrat de sécurisation professionnelle, c'est quelque chose de particulier. Ça concerne les entreprises qui sont en licenciement économique. Il y a également un dispositif par le Pôle emploi qui s'appelle Aide individuelle à la formation, donc AIF, et un autre dispositif qui est assez proche de l'aide individuelle à la formation, mais qui là est déclenché par la région, qui s'appelle AIRE2, aide individuelle par la région. Alors, ces différents dispositifs sont donc mobilisables en cofinancement. On peut déclencher une demande d'AIRE2, par exemple, plus un CPF et éventuellement un financement personnel. Alors, ça se combine et au sein du groupe IGS, nous proposons donc des formations selon plusieurs modalités. Donc, on a des formations diplômantes dans une modalité temps plein. Donc, c'est une modalité qui permet d'obtenir un diplôme en faisant un break. Hein, donc, en temps plein, c'est la formation continue sans alternance. Donc, ça peut par exemple durer 2 mois ou 3 mois, mais c'est d'affilée. Donc, 35 heures par semaine, du lundi au vendredi. Donc, c'est ce qu'on appelle le temps plein. Nous proposons également des formations dans une modalité temps partiel. Donc, c'est un peu l'alternance, c'est-à-dire que vous avez une partie entreprise et une partie formation selon des calendriers définis à l'avance. Donc, ça permet de mettre en pratique au fur et à mesure ce qui est vu en formation. Nous proposons également des formations diplômantes en digital learning. Donc, c'est entièrement à distance et accompagné par des tuteurs, par des coachs. Donc, digital learning, chez nous, le digital learning ne concerne pas la totalité des programmes, mais quasiment tout. Là, de toute façon, on est en train de tout digitaliser. La VAE, donc, c'est un dispositif, comme je le disais au départ, qui consiste à obtenir un diplôme en prouvant que les compétences, on les a pratiquées. Et enfin, les blocs de compétences qui sont en fait des zooms sur des expertises métiers, donc peuvent être également financés. Tous nos certificats sont également financés.
Alors, c'est un petit tableau croisé parce qu'en fait, en fonction de ces modalités, tout n'est pas possible, hein. Donc, par exemple, bon, si le financement personnel, hein, à partir du moment où vous financez vous-même votre projet, on pourra le faire sur la totalité des modalités. Mais si je prends par exemple le cas de la sécurisation professionnelle, si vous êtes en licenciement économique, par exemple, donc vous allez être licencié, on ne pourra pas mobiliser ce financement-là pour une formation en temps partiel. Parce que par définition, le temps partiel, vous avez une partie entreprise et une partie formation. Si vous êtes licencié, malheureusement, la partie entreprise ne sera pas possible. L'aide individuelle à la formation concerne les demandeurs d'emploi. Donc là encore, l'aide individuelle à la formation ne sera pas possible sur les formations temps partiel. La VAE également ne peut pas être financée par le Pôle emploi. Voilà, donc ça, c'est l'expérience aussi qui fait qu'on a pu avoir des statistiques et voilà, des financements qui passent ou qui ne passent pas en fonction des modalités et des financements mobilisables. Alors, s'il y a des questions, j'y répondrai après si ça ne vous dérange pas. Comme ça, je déroule la totalité de mes slides. Peut-être que la réponse sera formulée après, puisque je n'ai pas regardé les questions. Alors, les financements sont également différents en fonction de votre situation professionnelle. Donc, ce slide vous présente en fait 2 colonnes. Si vous êtes en poste, on a donc la liste des financements possibles. Et si vous êtes demandeur d'emploi, on a également d'autres financements possibles. Alors, si vous êtes en poste, bien sûr, l'employeur peut être demandeur d'informations. Donc ça, c'est le meilleur des cas. L'employeur vous dit, il y a voilà, on vous fait confiance et il y a on peut vous faire évoluer. Donc, on va financer dans le cadre du plan de développement des compétences une nouvelle formation. Vous avez également la possibilité d'utiliser votre CPF et l'entreprise peut abonder. C'est-à-dire que l'entreprise va verser sur votre compte personnel de formation la différence entre le tarif de la formation et le montant de votre enveloppe CPF. Donc, c'est ce qu'on appelle l'abondement par le biais de la dotation entreprise. Donc là, c'est le meilleur des cas, hein. C'est l'employeur vous accompagne dans le projet, mais c'est lui également qui finance la totalité. Alors, si vous êtes en poste, vous pouvez également décider de vous former. Ça peut être une initiative individuelle. Donc, on a, nous, des cas aussi de personnes qui souhaitent se former en toute discrétion. Ils ne souhaitent pas que l'employeur soit au courant de leur projet de formation parce que l'objectif, c'est d'évoluer plus tard ou de se reconvertir plus tard, voilà, sans informer son employeur. Donc là, forcément, les financements sont différents. Si c'est une initiative individuelle, vous pouvez financer vous-même votre formation, mais également vous pouvez faire un prêt étude, hein, pour vous aider à financer la formation. On peut faire les deux, hein. Si vous n'avez pas la totalité des fonds propres sur votre compte, on peut compléter par un prêt. Donc nous, on a des partenariats avec des banques, hein, pour proposer des taux préférentiels pour ces prêts. Le CPF, donc le compte personnel de formation, permet aussi de financer les formations quand on est salarié. Et puis le projet de transition professionnelle, donc ce qu'on appelait avant le fonds GESIF, hein, qui également permet de financer les projets quand on est en poste. Alors, si vous êtes en activité partielle dans le cadre de la situation particulière que nous vivons en ce moment, le FNE, que le Fonds national européen, permet également de financer des programmes si votre entreprise est en chômage partiel. Simplement, là, c'est important d'informer l'employeur, hein, parce que c'est lui qui va devoir générer la mobilisation du financement. Et puis, si vous décidez à un moment donné de quitter l'entreprise, là, il peut y avoir plusieurs dispositifs également qui peuvent être mobilisés. Toujours le financement personnel, hein, il revient régulièrement, mais ça, c'est important de l'avoir en tête, hein. On peut toujours payer soi-même sa formation. Ça peut être également dans le cadre d'une négociation transactionnelle avec votre employeur. Ça peut se faire dans le cadre d'un plan de départ volontaire aussi, donc une rupture conventionnelle collective. Donc là, on en a malheureusement beaucoup. Des plans de reclassement.
Mais bon, ça peut être l'occasion dans le cadre de la transition, de se poser et de faire une formation pour obtenir un niveau de diplôme supplémentaire et se repositionner autrement ensuite sur le marché de l'emploi. Le CSP, donc le contrat de sécurisation professionnelle dans le cadre de licenciement économique, est un bon moyen aussi de financer son projet. Et puis le CPF, toujours, qui permet de financer en partie les formations. Quand on est demandeur d'emploi, donc on a un peu moins de possibilités, mais il y en a quand même. Toujours le financement personnel. Les prêts études que nous proposons, nous, avec nos banques, permettent aussi aux demandeurs d'emploi de bénéficier de taux préférentiels. Donc ça fait partie des négociations qu'on a eues avec les banques partenaires. Même si vous êtes demandeur d'emploi, vous pouvez obtenir un prêt. Le CPF, toujours. Alors, il y a des délais, on l'a précisé sur les slides. On ne peut pas décider de faire une formation à la dernière minute. Si vous décidez de mobiliser votre CPF, il y a un délai de 11 jours ouvrés avant le premier jour de formation. Là aussi, le Pôle emploi peut abonder au même titre que l'entreprise dans le cas de la dotation entreprise quand on est salarié. Quand on est demandeur d'emploi, le Pôle emploi peut abonder et donc compléter votre CPF pour couvrir la totalité du tarif. Alors, il y a une limite, le Pôle emploi ne va pas payer la totalité. En règle générale, on est sur 1 500 € de participation de la part du Pôle emploi, mais ce n'est pas négligeable quand on a une formation à financer. L'AIF, donc si vous n'avez pas de CPF du tout, l'abondement qui est évoqué, que je viens d'évoquer, est possible par le Pôle emploi. Dans ce cas-là, le dispositif s'appelle AIF. Il y a un délai également d'étude du dossier, c'est d'un mois dans ce cas-là. Et enfin, la IRE2, qui est une aide donc de la part de la région. C'est quelque chose qu'on a eu surtout cette année. Il y a eu pas mal de fonds qui sont passés sur cette aide. Alors là, par contre, le délai est de 6 semaines pour étudier la demande de financement. Alors, le compte personnel de formation, tout le monde n'a pas ouvert son compte, mais c'est important de l'ouvrir. C'est un compte donc individuel pour tous les actifs de plus de 16 ans. Ça permet de se former tout au long de la vie. Donc, tous les ans, ce compte, il est alimenté, donc soit 500 € par an, ou alors, si on a un plus bas niveau de qualification, l'alimentation du compte sera de 800 € par an. Donc, il faut regarder combien on a chacun sur son compte, parce que ça permet quand même d'obtenir des financements de formation partiellement ou même en totalité, si vous n'avez jamais utilisé votre compte. Nous, on a des personnes qui ont fait des dossiers de formation et qui ont été couverts par le CPF en totalité. Donc, quand on est à l'initiative soi-même de la formation, donc il faut bien sûr, on n'est pas obligé de prévenir son entreprise, mais si vous souhaitez que l'employeur participe, là, bien sûr, il faut le prévenir. Donc, le site, c'est un site officiel, il faut faire attention, sur Internet, il y a un tas de sites qui sont accessibles par le compte personnel de formation, mais le seul site officiel, c'est le site .gouv. Le Transition Pro, donc un slide sur le projet de financement par le biais de Transition Pro, donc ce qu'on appelait avant le fonds GESIF. On peut déclencher une demande de financement, que l'on soit en CDI ou en CDD. Simplement, les conditions ne sont pas tout à fait les mêmes. Il faut avoir une ancienneté. L'ancienneté n'est pas la même quand on est en CDI ou en CDD. Si on est en CDI, il faut avoir une ancienneté de 24 mois consécutifs. Et si on est en CDD, l'ancienneté n'est plus la même. C'est 12 mois. Le dossier également, le délai, je vais y arriver, pour déposer le dossier n'est pas tout à fait le même si vous êtes en CDI. Il faut déposer le dossier 3 mois avant le début de la formation. Et si vous êtes en CDD, le dossier doit être déposé 2 mois avant le début de la formation. Tous les renseignements sont accessibles sur le site officiel Transition Pro-Île-de-France, quand on est en Île-de-France.fr, mais on a un site Transition Pro dans chaque région. Voilà, il faut regarder, il y a pas mal d'informations techniques et beaucoup d'astuces aussi pour monter son projet sur les sites officiels.
Le plan de développement des compétences, c'est le plan de formation. Donc ça, c'est vraiment l'idéal pour se faire financer, puisque c'est à l'initiative de l'employeur. En règle générale, ça permet aussi de couvrir la totalité. C'est lui qui gère toute la demande, l'employeur gère tout en direct. Il peut aussi vous demander d'utiliser votre CPF. On voit également que l'entreprise, quelquefois, demande aux salariés d'utiliser le CPF. Mais bon, tout ça, c'est dans un projet d'acquisition de nouvelles compétences. Donc, c'est important de sauter sur l'occasion quand l'employeur vous propose une formation. L'interlocuteur, c'est votre responsable formation au sein de l'entreprise. C'est lui qui peut vous renseigner sur les modalités. CSP, donc j'en ai parlé, ça ne concerne pas tout le monde, ça concerne vraiment les salariés d'entreprises de moins de 1000 personnes qui sont dans un dispositif de liquidation ou de redressement, donc licenciement économique. Et il peut également donc avoir des enveloppes pour aider les salariés à bénéficier de formation. Donc, c'est un dispositif qui s'appelle CSP. En règle générale, dans ce cas-là, au sein des entreprises, vous aurez donc comme interlocuteur des cabinets d'outplacement, cabinets de CSP. Les employeurs également au sein de l'entreprise, peuvent vous donner des renseignements. Et puis, bien sûr, le Pôle emploi peut être l'interlocuteur principal. L'aide individuelle à la formation, donc c'est une aide qui est générée par le Pôle emploi, donc il faut être inscrit comme demandeur d'emploi. En règle générale, on obtient 1 500 €. Il peut y avoir un peu plus si vous défendez bien votre projet, mais nous, on a vu principalement des enveloppes à hauteur de 1 500 €. Il faut que la démarche soit cohérente avec un objectif réaliste de reprise d'emploi. Donc ça, en règle générale, il faut rencontrer votre conseiller Pôle emploi, il faut vraiment discuter avec lui, il faut que lui, il valide la pertinence de la formation. Il y a également des délais pour déposer le dossier. Donc c'est important de monter le dossier avec l'interlocuteur du Pôle emploi parce que c'est lui qui va valider la demande d'aide. Et puis enfin, le plan de reclassement, donc pour les personnes salariées qui rentrent dans le cadre de PSE, ou de plan de départ volontaire. Là aussi, il y a un référent reclassement dans les entreprises qui peut vous aider à monter votre dossier de financement. Il faut que ça intervient après la rupture du contrat de travail, mais ça permet quand même d'obtenir des financements. Et en formation, et également pour la VAE, pour les PSE et les PDV, on peut obtenir des financements dans le cadre d'une démarche VAE. Alors, donc, dernier slide. Donc, au sein du groupe IGS, nous avons donc une équipe de conseillers en formation qui peuvent vous accompagner pour construire votre projet et surtout et déterminer avec vous la stratégie et puis mobiliser tous les financements en fonction de ce que l'on a pu voir, en fonction de votre situation et de votre projet. Donc, vous avez une adresse mail générique qui est affichée ici. Un numéro de téléphone également, donc 01 80 97 56 99. On peut vous renseigner directement sur ce numéro. N'hésitez pas également à consulter notre site internet. La totalité de nos programmes sont bien sûr en visibilité, mais également, vous allez retrouver une page dédiée au financement de la formation sur notre site. Donc, tout ce qui est évoqué dans ces slides-là sont repris sur notre site internet. Donc là, je suis arrivée au bout de ma présentation, donc je vais regarder, puisque je vois que j'ai une question. Alors, effectivement, j'ai une question. Alors, c'est est-ce que tous ces dispositifs sont valables pour un demandeur d'emploi actuellement? Vous avez eu la réponse. Donc, non, tous les dispositifs ne sont pas possibles pour un demandeur d'emploi, mais on en a quand même beaucoup. Donc, vous avez vu sur les slides précédents, quand vous êtes demandeur d'emploi, vous pouvez donc demander une aide AIF, donc par le biais avec votre conseiller Pôle emploi. Alors, ça se fait en direct si vous n'avez plus de CPF ou si vous ne souhaitez pas le mobiliser. Si vous avez du CPF, ça se fait en parallèle de la demande de CPF. Vous pouvez également bénéficier d'un prêt études, comme j'ai dit tout à l'heure. Et puis, vous pouvez également financer personnellement en totalité ou partiellement, donc en fonction des financements mobilisables. L'aide régionale également peut être mobilisée.
Donc ça, vous n'hésitez pas à contacter les équipes des conseillers en formation au numéro qui s'affiche encore à l'écran. On pourra, en fonction de la formation que vous visez, essayer de vous aider dans le cofinancement pour obtenir le maximum, hein, par le biais de tiers, par le biais de financeurs. Alors, je ne vois pas d'autres questions. Je ne sais pas si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. Bon, écoutez, je crois que j'ai fait le tour, à moins que quelqu'un veuille poser une nouvelle question. Bon. Merci à tous pour votre écoute. Et puis, je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à prendre contact avec nous si vous avez un projet de formation. Ah, une petite question, apparemment. Oui, quelqu'un qui dit je suis inscrite à Pôle emploi, j'ai jamais travaillé. C'est la première fois que j'attends compte de formation. Alors, si vous n'avez jamais travaillé, mais que vous avez plus de 16 ans, il faut regarder, il est possible que vous ayez quand même une alimentation au moins d'1 an de 500 €. Donc, n'hésitez pas à aller directement sur votre compte personnel de formation. Vous aurez besoin de votre numéro de sécurité sociale et vous saurez tout de suite combien vous disposez. C'est vraiment un compte personnel. Nous, on n'a pas la possibilité de consulter vos comptes. Mais voilà, c'est vraiment personnel, mais il est possible que vous ayez quand même une alimentation d'au moins 1 an. Ça répond à votre question? Bon, je pense que oui. Écoutez, merci à tous pour votre attention et puis je vous souhaite une excellente journée. Ah, à nouveau une question. Bon, décidément. D'accord, c'est la personne qui me remercie. À bientôt alors. Je vous dis à bientôt sur le 01 80 97 56 99.